Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1 TV Afrique. Soyez tous les bienvenus dans le Talk Afrique. À l'occasion de la cérémonie d'échange des vœux de Nouvel An le 29 janvier 2020 à Abidjan, le ministre des Transports a annoncé la création d'une autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan en vue de gérer le système des transports urbains à Abidjan et sa banlieue. Et ce grâce à la mise en place d'un système de transport collectif de masse BRT sur le corridor Yopougon-Bingerville par un partenariat public-privé et au renforcement des capacités de la société de transport abidjanais. Les impacts sociaux, économiques et environnementaux liés au projet de la mobilité urbaine à Abidjan, c'est le thème de cette émission. Et pour en discuter, deux invités en plateau. Monsieur Kouakou Romain est avec nous. Bienvenue sur le plateau de Medi 1. Bonjour. Merci. Alors, vous êtes coordonnateur du PMUA, qui est le projet de mobilité urbaine à Abidjan, et par la même occasion, directeur général de l'AMUGA, qui est l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan. Ce projet nous intéresse nos téléspectateurs. On en saura davantage dans quelques instants. Merci beaucoup. Avec nous également en plateau, Jacofi Sylvain, il est le président du RICED, qui est le réseau ivoirien des communicateurs pour l'environnement et le développement durable. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors tout de suite, entrons dans le vif de notre sujet. Pour venir même à cette émission, tous et chacun avons été victimes des questions d'embouteillage. Ici à Abidjan, il y a toujours des embouteillages, en dépit des travaux, des travaux d'élargissement de la chaussée, des travaux de construction d'échangeurs. Monsieur le directeur, pourquoi autant d'embouteillages à Abidjan, surtout sur l'axe Yopougon-Bingerville? C'est ça. Merci beaucoup. Je voulais, avant tout propos, remercier votre organe qui nous permet aujourd'hui de nous adresser, n'est-ce pas, à toute la population du Côte d'Ivoire et africaine aussi. Et il faut dire que je voulais le faire au nom aussi du ministre Amadou Koné, le ministre des Transports, et du conseil stratégique de l'AMUGA, n'est-ce pas, ceux qui définissent la feuille de route pour que nous puissions exercer. Et donc, au nom de tout, n'est-ce pas, ces personnalités, je voulais vraiment vous dire un grand merci de nous adresser, de nous permettre de nous adresser, n'est-ce pas, à la population. Alors, pour revenir un peu à votre question, qui est une question centrale, pourquoi il y a autant d'embouteillages? Avant ça, il faut quand même que je donne une idée du fait que le Grand Abidjan aujourd'hui, c'est quoi? Le Grand Abidjan fait pratiquement 6 millions d'habitants. On était dans les années 80 à 1,5 million, 2 millions d'habitants. Donc vous voyez ce bond important qui a été fait, 6 millions d'habitants, avec 80% du parc automobile qui circule, du pays qui circule à Abidjan, 80% des emplois formels qui est toujours à Abidjan. Donc c'est vraiment un véritable hub économique avec pratiquement 40% aussi de la population urbaine à Abidjan. Alors, donc quand vous voyez ça, on a, avec une urbanisation accélérée, on se retrouve pratiquement, aujourd'hui, on a estimé à 15 millions de déplacements par jour dans le Grand Abidjan. Et sur les 15 millions, on a 45% de la population qui marche encore à pied parce qu'ils ne disposent pas de moyens fiables qui leur permettent de se déplacer convenablement. Tu as pratiquement à peine 10% des déplacements qui se font avec des véhicules personnels. Et le reste, le transport public, c'est donc le grand problème qui occupe pratiquement aussi 45%. Alors, comment ça se passe? Vous voyez que dans les 45%, la Sotra, qui est notre opérateur historique, la société de transport abidjanais, qui a été créée dans les années 60, aujourd'hui, la Sotra 1960. Avec 1500 autobus en moyenne sur pratiquement 6 millions d'habitants. Comparaison n'est pas raison. Tu prends une petite ville comme Lyon, qui fait 1,5 million d'habitants, ils ont même 1000 autobus. Vous voyez, nous on se retrouve à 6 millions, on a 1500 autobus. Donc, rapidement, pour vous dire que le transport public, aujourd'hui, est tiré par la Sotra, qui aujourd'hui, en termes de pas de marché avec les autres transports sur la lagune, pratiquement 20% de déplacements, et les 80% sont gérés par le système de transport informel, qu'on va décrire tout à l'heure, et qui aussi comprend beaucoup d'externalités négatives en termes de conduite, mauvaise conduite, en termes d'anarchie, etc. Donc tout ça, ça étale les déplacements urbains. D'accord. On aura l'occasion de l'approfondir. Et donc, pour terminer sur ça, oui, donc, en l'absence de moyens adéquats, n'est-ce pas, on se retrouve avec nos rues encombrées, malgré les efforts que le gouvernement fait. Vous avez vu, pratiquement sur le Grand Abidjan, dans les 5 dernières années, c'est pratiquement 2 000 à 3 000 milliards qui a été consacré aux infrastructures, mais la situation encore reste. Et là encore, selon des experts, d'ici à 2050, dans le Grand Abidjan, parler en ce moment de 6 à 7 millions, 8 millions, on sera à 10 millions d'habitants. Malgré tous les transports conventionnels, les moyens de transport conventionnels, est-ce que d'ici à 50 ans, quelles que soient les initiatives qui vont être prises, vous pensez qu'on peut résoudre
le problème de la mobilité à Abidjan? Certains parlent de transfert de capital, de décongestionner, etc., etc. Qu'est-ce que vous pensez, M. Jacofi Silva? Nous, en tant qu'environnementalistes, on intervient surtout pour attirer l'attention des acteurs, des décideurs. Et je pense que quand nous sommes en face de l'AMUGA, nous sommes heureux parce que c'est justement l'autorité qui a mission de réfléchir sur ces questions-là. Donc nous, en tant qu'environnementalistes, notre premier souhait, ayant fait tous le constat qu'effectivement, avec l'encombrement des voies ici à Abidjan, c'est effectivement une question d'environnement qui se pose, problème environnemental. Justement, quels sont les problèmes que ça crée? Agglomération, il y a beaucoup de personnes, imaginons qu'il y aura des tas d'immondices un peu partout. Qu'est-ce que vous observez en termes de conséquences environnementales? Oui, il faut élargir, l'origine de ces encombrements-là. Il y a, c'est vrai, les véhicules, mais il y a généralement aussi l'occupation anarchique des abords, des rues. Et donc ça, naturellement, ça engendre ce que nous voyons. Les inondations. Les inondations, et ça, on ne voit que les embouteillages, mais malheureusement, tout ce que nous faisons, même dans les caniveaux, au bord des caniveaux, tous les petits commerces qui sont installés sur au bord des rues, tout ça entraîne tout ce que nous voyons. Et c'est pour ça que quand on a en face de nous l'autorité qui ne réfléchit pas seulement, je pense, à quel type de véhicule ou bien qu'il faut, mais plutôt quels sont les voies qu'il faut avoir, les espaces à avoir au bord de ces voies-là pour que l'encombrement soit réduit. Donc, je pense qu'en ce moment-là, les solutions sont en tout cas à portée de main. D'accord, monsieur le directeur, en 2016, il y a eu un atelier de réflexion sur les questions de mobilité ici à Abidjan avec des experts internationaux. Il y a eu donc des recommandations qui ont été faites et vous l'avez dit tout à l'heure, le 13 février 2020, la mise en place du PMUA, ce projet pour la mobilité d'Abidjan. Entre autres recommandations qui ont été faites, qu'est-ce que vous constatez dans la suite? Depuis 7 ans que les réflexions ont été menées, qu'est-ce qui a été fait pour qu'on sente qu'on avance? Ok. Merci beaucoup. Je pense que peut-être que pour revenir un peu à la question que vous avez posée tout à l'heure, aujourd'hui, donc, vous avez retenu qu'il y a 3 leviers. Les problèmes se résument en 3 grands groupes. Le premier groupe, c'est donc l'offre de transport. L'offre de transport qui est donc une partie de l'offre de voirie et l'offre de service de transport qui est. Et puis ensuite, l'autre grand groupe, c'est, comme il a dit tout à l'heure, les problèmes qu'on rencontre dans la circulation. Donc, occupation, anarchique et tous ces éléments-là. Et puis, les problèmes d'incivisme qui vous concordent. Donc, pour revenir un peu à votre question, effectivement, en 2016, il y a eu cet atelier-là qui a permis, dans un premier temps, de mettre en place l'autorité organisative des transports urbains à Abidjan. Vous savez qu'on avait fait cette expérience dans les années de 2000 avec l'ex-AGETU. Donc, ça n'avait pas bien marché. Donc, il y a eu donc cet atelier-là pour que tous les acteurs se disent quel type d'autorité qu'on doit mettre en place. Donc c'est pour ça que l'AMUGA a été mis en place pour créer ce cadre de concertation avec tous les acteurs. Tout à l'heure, il faut être en train de dire qu'il y a d'énormes problèmes au niveau environnemental, des problèmes au niveau de la voirie, vous voyez, donc, au niveau de la sécurité routière. Donc il y a tout un ensemble d'acteurs qui interviennent et qui ne pas pris en compte tous ces acteurs-là ne permettent pas de régler le problème dans son ensemble. Donc aujourd'hui, l'AMUGA a été mis en place dans l'année 2020. Ensuite, ça coïncidait avec la mise en place des grands projets de développement de l'État. Vous avez vu le métro qui est en cours, qui avance aussi très bien, et le PMUA qui est donc le projet de BRT sur l'axe Est-Ouest. Ces 2 grands corridors qui forment une croix capacitaire vont permettre à la ville d'Abidjan de se doter d'un moyen de transport capacitaire. Quand on dit capacitaire, c'est par rapport aux bus conventionnels qui existent. Vous voyez, aujourd'hui, le RETIF, c'est de permettre de transporter à ces 2 corridors-là près de 500 000 voyageurs pour le métro et pratiquement 450 000 voyageurs pour le BRT. Donc ça permettrait d'un coup de l'enlever une bonne partie de la population et surtout aux heures de pointe. D'accord, on va revenir tout à l'heure sur le BRT, ses avantages et sa mise en œuvre pratique. Les ONG, parfois on a l'impression que vous parlez beaucoup mais on ne vous entend pas ou on ne vous écoute pas. Un tel projet, sa mise en œuvre va créer certainement des incidences
sur l'environnement. Quand il y a des travaux d'infrastructure qui sont faits, il y a de la poussière, parfois de l'insécurité qui se crée, la voie qui est déjà en griffe embouteillée, mais les embouteillages s'amplifient. Vous, au niveau des ONG, surtout au niveau des communicateurs pour l'environnement, quel est votre regard et quel est votre message? Non, tout à l'heure, vous disiez que les ONG parlent et puis on a l'impression qu'on n'entend pas. Non, il faut savoir de quel type d'ONG il s'agit. Il y a des ONG qui sont des ONG de lobbying, il y a des ONG qui sont des ONG de plaidoyer, et puis il y a des ONG qui sont des ONG de sensibilisation, de communication. Nous sommes dans cette troisième catégorie. Et ce que nous faisons, c'est de donner généralement l'occasion aux acteurs de faire connaître leurs actions, d'échanger avec les bénéficiaires de ces actions-là, pour que chacun comprenne effectivement à quoi répondent ces actions-là. Donc quand c'est fait, je pense que chacun se fait une opinion et peut participer à la bonne gestion, ou du moins à la bonne gestion, puisque la gestion durable, c'est véritablement ce que nous visons. Et quand chacun participe, quand tout le monde est bien informé, je pense que la gestion, elle devient forcément durable. D'accord, très bien. Revenons, monsieur le directeur, au BRT. C'est quoi le BRT? Comment ça va se déployer? Et quels sont les avantages liés au BRT, ses composantes? Tout à fait. Mais je voulais aussi profiter de l'occasion pour remercier la Banque mondiale et l'AFD. C'est donc nos partenaires qui nous aident, qui nous ont aidés depuis longtemps à financer, n'est-ce pas, ce projet important-là. Donc il faut retenir que le BRT, c'est l'acronyme Bus Rapid Transit, c'est en anglais. Donc c'est un bus à haut niveau de service, n'est-ce pas, parce que il va circuler sur un site dédié. C'est-à-dire que de Yopougon jusqu'à Abanyaville, ça sera son site propre. Et donc ça permet d'améliorer les fréquences, n'est-ce pas. Donc on doit 5 à 10 minutes aux heures de pointe, chaque bus qui va passer chaque 2 ou 3 minutes. Donc ça permet d'améliorer la fréquence. Par rapport aux bus actuels qui sont dans l'embouteillage, vous avez vu, qui sont dans l'embouteillage parce qu'eux, ils transportent pratiquement un bus actuellement, transporte en moyenne 100 personnes. Vous voyez? Donc, dans l'embouteillage, c'est pratiquement 100 personnes qui perdent le temps. On l'a estimé pratiquement à 3 à 4 heures par jour à Abidjan. Et tout ça, on a montré que l'impact économique est important. Donc, le BRT, comme tout système de transport capacitaire, comme je le dis tout souvent, avec le métro, devait permettre, n'est-ce pas, de permettre à la population de se déplacer plus facilement, de diviser les temps de parcours par 2, et donc d'améliorer, n'est-ce pas, l'accessibilité socio-économique des sites, d'aller facilement à l'école. Et donc tout ça aussi, de booster un peu l'économie, parce qu'aujourd'hui, dans le Grand Abidjan, on a encore 70% des entreprises qui citent le transport comme étant un frein au développement et donc à la création de richesses. Et ces BRT, on se pose la question de savoir sur quelle voie est-ce que ces BRT vont passer? Est-ce que c'est les mêmes chemins qu'on connaît ou il y en aura d'autres? Tout à fait. Comme l'avait dit, on a donc en 2018 fait un master plan de BRT. Comme je dis, le master plan de BRT nous a permis de voir sur quelle voie on pourrait construire des BRT. L'avantage des BRT par rapport au métro qui se font sur rail, le BRT est relativement à des coûts moindres, n'est-ce pas, qui permet de réaliser rapidement. Aujourd'hui, dans notre BRT SOS, nous revient, on est autour de un peu plus de 300 milliards de francs CFA, financés par ces deux institutions dont je parle, avec l'appui de l'État et le privé qui va donc lui envoyer les autobus. Donc, aujourd'hui, pour répondre un peu à votre quelques questions, ce BRT-là, SOS, va avoir une ligne dédiée et va emprunter l'axe du 4e pont qui est en construction par l'État entre Yopougon et Agami. Vous avez vu, non, il y a donc le 4e pont qui est en construction. Donc sur cet axe-là, on va mettre un BRT pour que cette infrastructure-là soit utilisée aussi à bon escient et que, comme on le dit, qu'on puisse transporter les hommes et non des véhicules. Parce que vous avez vu que sur l'autoroute, la voie express, l'autoroute, vous avez vu que pratiquement, on a un nombre important de véhicules qui circulent et donc l'embouteillage est important. Alors que de l'autre côté, quand on va mettre le BRT à forte capacité, on pourrait, n'est-ce pas, aider à faire baisser l'utilisation du véhicule individuel. Parce que le BRT, globalement, dans les pays développés, en fait, dans les villes assez avancées, on a pratiquement 60% de la population qui se déplace avec le transport en commun. Quand vous allez à Londres, quand vous allez à Paris, c'est 60%, 50-60%.
je mets ici, comme il a dit, la part du marché c'est autour de 20%. Donc c'est encore faible. Il faut qu'on tire ce chiffre-là vers le haut pour qu'à terme, on ait vraiment 60 à 70% de nos populations qui sont captives du transport en commun. Tantôt, j'avais dit qu'il y a encore 45% des gens qui marchent à pied parce qu'ils ne peuvent pas payer le prix. Même avec le transport artisanal, c'est encore cher. Donc, on joue sur ces fronts. Tout à l'heure, on va y revenir. L'État joue sur les infrastructures routières, améliorer toutes les infrastructures. Vous avez vu les grands chantiers qui sont en cours. Deuxième niveau, agir sur l'offre de transport en termes de la massifier davantage. Et troisième niveau, agir sur les conditions de circulation. Parce que tout à l'heure, mon frère de l'environnement a dit, on peut déguerpir des gens des rues. Quand tu construis une voie qui fait 2 fois 2 voies, que tu utilises une voie pour vendre, pour faire du commerce, tu diminues la capacité de la voie. Et donc aujourd'hui, on est en train de réfléchir avec la route et le ministère de l'achat et de l'infrastructure économique, comment on peut faire pour que les routes soient véritablement dédiées à être utilisées par les véhicules. Donc vous avez vu déjà, on a des opérations, la banque est en train de travailler sur ça, en attendant même que ces moyens de masse là ne soient en vigueur, on peut jouer sur ça. Et donc, on est en train de faire des encoches que vous avez vu à Yopougon, on a un pilote qui est en cours à Yopougon, sur la voie, on fait des encoches pour que les véhicules ne s'arrêtent pas sur la voie, mais qu'ils aillent s'arrêter de côté chez Et dans la mise en place, dans la mise en œuvre de ce projet, je pense que l'autorité ou le premier ou le gouvernement dans son ensemble a réfléchi à l'impact environnemental. Il y a il y a environ 1 milliard de francs CFA qui sont réservés pour amoindrir, enfin pour gérer les questions environnementales. Et toujours sur l'aspect environnemental, vous avez organisé mardi dernier un forum du développement durable pour parler des questions de mobilité et plusieurs autres aspects. On revient rapidement sur les grandes thématiques qui ont été abordées au cours de ce forum et les grands enjeux. Alors, les enjeux, c'est comme je le disais tout à l'heure, pour nous, dès qu'il y a un projet d'intérêt, j'allais dire, national, qui visiblement peut impacter non seulement le quotidien de la population, mais surtout l'environnement, il est bon d'informer. Il est bon que les gens comprennent. Parce que le projet PEMUA est un grand projet qui va changer le visage d'Abidjan. Et donc, naturellement, quand on parle du visage d'Abidjan, c'est l'environnement. Est-ce que c'est juste l'image où il y a un changement de fond? Si, il y a un changement de fond. C'est un changement de fond. Parce que quand vous voyez déjà tous les travaux concernant les grands ponts qui sont en train d'être faits, les grandes voies qui se dégagent déjà, mais naturellement, vous avez vu que c'est d'abord des maisons qui partent. C'est de la nouvelle terre qui se dégage du sol. Les maisons qui partent, c'est les personnes qui pleurent. Voilà. Donc ça, ces impacts-là, il faut que les gens les comprennent. S'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas d'information, comme nous le faisons, mais généralement, on a tendance à penser que tout ce qui est fait est mauvais. Et qu'est-ce que les ONG demandent à l'autorité de régulation ou à l'État pendant qu'on est en train de construire quelque chose qui va faire du bien à tout le monde? Il y a des effets collatéraux. On est obligé de dégager des personnes, on est obligé d'assainir, mais il y a plusieurs impacts. Qu'est-ce que les autres ONG demandent pour que toutes ces personnes qui sont autour là sentent aussi le bien fondé de ces genres d'actions? Je ne parlerai pas de toutes les ONG, mais je parlerai du RICED. Ce que le RICED demande, et c'est ça que nous avons choisi de faire, c'est de faire la sensibilisation. Pour nous, toute action de développement doit intégrer la sensibilisation, l'information, la communication. La sensibilisation au départ, la sensibilisation pendant la réalisation, mais la sensibilisation après réalisation. Parce que tant que les gens sont sensibilisés, le reste ne fait que couler des sources. D'accord, très bien. Monsieur le directeur général, on va essayer de revenir encore sur les avantages de ces projets. Parce que les populations qui nous écoutent parfois ne voient pas directement et ne comprennent pas. Aujourd'hui à Abidjan, vous l'avez dit, on passe tout le temps dans les embouteillages, ça joue sur la rentabilité, les entreprises en souffrent, les personnes qui passent 4 heures de temps dans un embouteillage ne sont pas compétitives, le coût du transport est élevé. Qu'est-ce que ça va changer quand les BRT vont rentrer en vigueur, quand ces projets vont entrer en vigueur? Est-ce que le citoyen lambda pourra se rendre compte que c'est vraiment intéressant pour lui en termes de dépenses, en termes de rentabilité, en termes de bonne circulation? Merci beaucoup. Je pense que c'est quand même important d'en parler. Tout à l'heure, vous parliez de l'environnement. Et effectivement, aujourd'hui, globalement, vous avez vu, en dehors même des embouteillages,
Il y a donc tout ce qui est parc automobile. En Côte d'Ivoire, vous avez vu le transport public. Le parc est assez vieillissant, malgré les efforts qu'on est en train de faire pour renouveler le parc progressivement. Et donc, pour amener un peu l'âge des véhicules à un certain niveau acceptable. Et puis, il y a tout ce qui est donc anarchie, externalité négative. Tout à l'heure, on donne des chiffres, mais on le comprend. Vous avez dit 5% du PIB, on perd. Chaque année, soit environ 1200, 1500 milliards par an qu'on pourrait mettre dans... Il y a l'absence de mobilité. Voilà, l'absence de mobilité. Donc, ça, par contre, avec les projets BRT, pour être concret, comme tout à l'heure, je le disais, aujourd'hui, pour quitter le Pougon, pour venir au plateau, en moyenne, vous mettez autour de 1h30. Et là, s'il y a un accident, ça peut être à avec le BRT, ce temps est divisé par 2. Vous avez pratiquement 15 à 20 minutes pour arriver au niveau d'Agamé, donc d'aller au plateau. Donc, sur l'axe qui va quitter sur le 4e pont pour aller, la population va sentir cela à travers le gain du temps. Deuxième élément important qu'il faut trouver, c'est à travers, on l'a dit, il y a 30% du budget des ménages les plus pauvres qui est consacré au transport. C'est énorme. La norme générale internationale, c'est autour de 10%. Lorsque tu dépasses 10%, c'est que c'est un peu assez cher. Donc, on va avoir un transport plus abordable en termes de coût. Tantôt, je disais qu'il y avait 45% de la population qui se déplace à pied. Ils vont pouvoir emprunter ce moyen-là à des coûts moindres. Et donc, globalement, le but aussi de ce mode de transport, c'est de diminuer progressivement l'utilisation du véhicule individuel. Ça aussi, c'est l'outil qui est derrière. Pour qu'on dépose, vous soyez prêts à déposer vos véhicules pour prendre un bus confortable, qui respecte les fréquences et qui vient à l'heure, qui peut arriver à l'heure. Donc les gens vont progressivement déposer les véhicules pour qu'on puisse atteindre le chiffre dont j'ai parlé tout à l'heure, le pourcentage de 60% dans les villes des pays développés où les gens préfèrent utiliser, ce ne sera pas en commun pour aller un peu plus vite, le métro, le bus, tout ça pour aller un peu plus vite. Donc la population va le sentir directement. Ils vont pouvoir avoir accès aux sites sociaux, l'école, la santé, tous ces éléments-là à coût moindre. Et puis, en termes de sécurité aussi, c'est un élément très important à retenir. Surtout que, vous voyez en Côte d'Ivoire, le phénomène des accidents est quand même important. On va en parler encore très bientôt. Mais le ministre a pris des décisions courageuses aujourd'hui avec tout ce que vous voyez, la vidéo-réalisation, le permis à point, dont l'objectif, c'est de diminuer le nombre de tués de 50% d'ici 2025. Donc, tout ça, ça permet un peu aux citoyens de sentir qu'on pense à eux. Si on améliore le transport de masse et avec le métro qui va venir sur l'axe nord-sud, vous allez voir qu'on va mieux circuler à Abidjan. Mais toujours, comme on le dit, la sensibilisation, la conduite du changement, il faut que nous-mêmes, en tant qu'usagers, n'est-ce pas, que lorsqu'on va indiquer qu'il faut prendre ton bus ou ton Roro ou ton Baka à un arrêt fixe, il faut que tu ailles là-bas, tranquillement. Et ce monsieur Bétaran, ne pas accepter de venir nous vendre sur la voie. Donc il faut que tout le monde joue sur son rôle, les collectivités nous aident aussi à améliorer, à sensibiliser davantage, même si les ONG le font, il faut qu'on continue de le faire tous, pour qu'on puisse profiter effectivement de ces services du transport de masse qui arrivent la première fois en Côte d'Ivoire. Et qu'en sera-t-il des personnes qui sont dans les transports privés, ce qu'on appelle le Warren, les minicars, qui font de la surenchère? Tout à fait. C'est ce qui est formidable. Le gouvernement et le ministre nous ont instruit que dans ce cadre de cette nouvelle politique, parce que, comme je l'ai dit, agir sur l'offre. Alors, on a aujourd'hui pratiquement 80% du déplacement du transport public qui est fait par ces moyens de transport-là. Vous voyez qu'on ne peut pas venir les balayer pour dire qu'on fait venir du grand mode de transport. Ils sont intégrés. Et donc, la politique, ça vous dit, c'est comment aller à la professionnalisation pour qu'ils puissent être modernisés et qu'ils puissent mieux s'intégrer dans ce système global qu'on est en train de faire. Très bien. Parce que vous allez voir, sur les grands axes, tout à l'heure on a dit, le PMI n'a pas développé le BRT, il va y avoir encore d'autres BRT qui vont aussi arriver. Aujourd'hui, il y a aussi le BRT sur l'Atri qui est prévu, qui va démarrer aussi très bientôt cette année. Donc les deux BRT vont commencer ensemble. Ensuite, il y a encore 2 ou 3 autres lignes qui sont en cours. Donc tout ça développé, mais en même temps, il faut que le transport artisanal, qu'on appelle informel, qui a joué un rôle important, qu'on puisse, n'est-ce pas là, le moderniser. Donc deuxième niveau, il faut qu'on puisse les aider à mieux s'organiser, surtout à voir sur quel segment du réseau il peut être très efficace. Aujourd'hui, je prends un exemple simple. Tu prends un Baka qui quitte toi, il faut aller à Pogba avec 4 personnes. C'est trop long pour 4 personnes. Vous voyez, donc sur ces axes longs-là, il faut mettre des moyens de transport un peu plus capacitaires,
que de prendre des petits surnoms. Alors qu'il pourrait être plus efficace dans la dissette communale avec des allées de retour importants. Donc tout ça, c'est en train d'être étudié pour qu'ils puissent avoir et puissent être réorganisés. Deuxièmement, qu'on puisse les former, qu'on les aide à développer le parc, à les regrouper en GIE, en groupement d'intérêt économique fort, pour qu'ils puissent encore jouer un rôle dans le cadre de la situation globale qu'on est en train de mettre en place. Très bien, merci bien, monsieur le directeur. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Le mot de fin va vous revenir. Quel est votre message à l'endroit des populations? Tout ce qui est fait, c'est pour les populations. Il faut qu'elles comprennent, il faut qu'elles puissent s'impliquer. Pas seulement les populations. Le message que nous avons, c'est d'abord d'inviter tous les acteurs institutionnels, j'allais dire gestionnaires des projets, à se rendre disponibles, comme l'a fait l'AMUGA, pour qu'avec eux, on arrive à informer, à communiquer sur ce qu'ils font. Quand c'est fait, je pense que la population, elle consomme et elle accepte quand c'est nécessaire. Très bien. J'ai senti que M. le directeur a certainement un mot de fin. Oui. En 30 secondes. Absolument, 30 secondes. Vraiment, c'est dire merci à notre partenaire. Qui est vraiment, je crois, qui a engagé à nous dans la communication. C'était important parce que tout ce qu'on fait, si ce n'est pas su, si ce n'est pas relayé, ça ne sert pratiquement à rien. Donc c'est pour ça qu'on voulait vous dire un grand merci. Je pense que le ministre ferait tout pour être là au débat. Et puis ensuite, dire que nous sommes à la disposition de nos concitoyens. Aujourd'hui, on a mis en place un numéro d'appel, le 1302 du ministère des Transports, sur lesquels on peut communiquer tous les problèmes qu'on rencontre dans la circulation, 1302, qui est important, mais ensuite qu'ils comprennent qu'effectivement, on a eu un peu de retard dans le cadre des investissements lourds en ce qui concerne les services de transport. L'État a fait de gros efforts dans l'infrastructure routière. On est en train de combler le vide qu'on a laissé parce qu'il y a eu beaucoup de crises, donc on n'a pas pu réaliser juste là. Mais l'État et le gouvernement sont à pied d'œuvre. Vous avez vu, le métro, c'est un peu plus de 1000 milliards. Le BRT, c'est aussi autour de 300 à 400 milliards. Ouais, donc tous ces projets-là qui se mettent en place, c'est pour que la population puisse se déplacer aisément dans de bonnes conditions. Donc on compte sur tout le monde pour nous aider à y arriver. Merci bien, monsieur le directeur. En une seule émission, on ne pourra pas tout dire. Nous espérons qu'on se reverra dans d'autres cadres pour en discuter davantage. Merci, monsieur Kwaku Romain. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du PMUA, qui est le projet de mobilité urbaine à Abidjan, par la même occasion directeur général de l'AMUGA, Autorité de la mobilité urbaine à Abidjan. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à monsieur Diakofi Sylvain, président du réseau ivoirien des communicateurs pour l'environnement et le développement durable. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.